Ok, on est ravis ce soir d'avoir avec nous Babacar Mbaye Diop, qui est directeur de l'Institut supérieur des arts et culture ici à Dakar. Il est docteur en philosophie à l'Université de Rouen en France, maître de conférences en philosophie à l'Université Cheikh Anta Diop, ancien secrétaire général de la Biennale de Dakar, membre de l'Association internationale des critiques d'art et commissaire indépendant. Donc quelqu'un de très occupé. On est là ce soir à l'occasion de la sortie de son nouveau livre qui s'appelle Critique de la notion d'art africain. C'est un sujet bien sûr très important et pour nous à Raw Material Company, c'est vraiment un honneur de présenter le livre ici pour la première fois à Dakar, vu notre souci perpétuel pour l'écriture, la pensée et la théorisation autour de la pratique artistique sur le continent africain. Donc la discussion avec Babacar Mbaye Diop se fera avec Bassam Bolbaï, critique d'art, commissaire d'exposition et conseiller, et un collaborateur de Raw Material Company de longue date. Je vais leur passer la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci encore une fois de répondre à l'invitation de Raw Material. Quand il y a des commissaires des critiques d'art qui se rencontrent, c'est toujours comme ça, parce que je pense qu'il y a dans l'art une part aussi d'imprévu. Et je pense que même dans son livre, il en parle parce qu'il y a des gens qui ont essayé de conceptualiser ça plus ou moins bref. Alors, je rappelle le principe de Vox Artis. L'idée, c'est vraiment de donner la parole aux personnes qui portent un discours esthétique spécifique. Ce discours peut être un discours sous forme de présentation de travaux sur le plan de travaux artistiques. Ça peut être aussi des personnes qui réfléchissent sur les questions esthétiques qui nous semblent essentielles. Alors, et donc, en fait, oui, l'idée de Vox Artis, justement, c'est de donner la parole aux acteurs pour qu'ils puissent plutôt nous parler de leur production. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment le temps de ces rencontres-là, de pouvoir entrer dans l'univers de quelqu'un qui produit des choses qui sont essentielles dans le domaine esthétique, que ce soit donc sur le plan structural, que ce soit sur le plan de performance, etc. Et le propos qui nous réunit aujourd'hui, c'est le livre qui vient de sortir de Mbaye Diop. Il s'agit de critique de la notion d'art africain. Un livre qui est particulièrement intéressant dans la mesure où c'est un texte qui est très bien informé, très généreux parfois en termes de références, etc. Et qui pose une question fondamentale dans le domaine des pratiques esthétiques locales. Et pour Babacar, il est important et essentiel de se poser cette question-là, de la notion même d'art africain. Et il pose cette question sous différents angles. La première approche, elle est d'ordre documentaire. Et son approche documente l'essentiel des thèses sur cette notion-là. Comment cette notion traverse un moment de l'histoire de l'art suivant un registre spécifique et comment cette notion a évolué. Et il semble essentiel, et il va revenir peut-être sur ces aspects-là parce que c'est lui qui présente son livre et après sa présentation, on va créer un lien de dialogue avec lui et c'est de ça que va être peut-être ce qu'on va retenir un peu de ce moment-là. Et donc son travail est un travail qui documente de manière spécifique un peu toutes ces approches théoriques, toutes ces positions au sens philosophique du terme. Et il n'en oublie pas d'ailleurs d'avoir une approche très didactique. On sait que c'est un enseignant, et donc toutes ces notions de référence sont revues et conceptualisées, mises en perspective, et surtout appréciées. Et c'est le deuxième moment de ce travail, je pense. En dehors des repères qu'il fixe, il prend position. Il étale un certain nombre de portraits, au sens sartrien du terme, et il n'oublie pas de tirer sur certains d'entre eux, de manière tout à fait radicale.
Et donc, si on devrait apprécier cette production également, je pense que ce sera sous cet angle-là, ça fera débat. Je ne vais pas l'ouvrir en ces termes-là, mais j'ai un certain nombre de questions sur moi à lui poser. Mais je pense que vos questions sont plutôt premières. Donc, en dressant un peu ce tracé, il fiche un certain nombre de repères, il prend position. Il prend position de manière très radicale. Et par moments, d'ailleurs, je me demandais est-ce que c'était un philosophe qui parlait. Parce que je suis également de tradition relativement philosophique. Et par moments, il est tellement radical dans sa prise de position que voilà, il ne laisse aucune part à la nuance. Et peut-être que parfois, c'est dans les points d'ancrage et les points de nuance qu'on retrouve les choses qui semblent les mieux questionnées. Mais ceci, c'est son travail. Il dégage des positions qui sont très précises par rapport aux personnes, aux penseurs qui ont travaillé sur cette notion de nation d'art africain, en relativisant un certain nombre de choses. Parce que, oui, on découvre dans son livre, mais il y a d'autres personnes aussi qui l'avaient conceptualisé, que oui, quand les choses sont passées de l'extérieur, elles ne sont pas nécessairement justes. Et j'utilise bien le mot juste parce qu'il essaie de traquer les choses qui lui semblent justes et les choses qui lui semblent pas fondées en nature sur le plan essentiel. Et c'est toute la logique et tout l'intérêt un peu de ce travail-là. Il ne s'agit pas de donner tous les relents de ce livre. Il ne s'agit pas de donner toutes les positions de ce livre. L'idée, c'est également de susciter un débat et de nous pousser sûrement à la fin à l'acheter et à poursuivre la réflexion et la discussion avec Baïwala. Madame, vous avez la parole. Et en quelques mots, il faudra malgré tout présenter mon livre. Merci. Merci Massamba. Je ne m'attendais pas à présenter mon livre parce que je pensais que c'était lui et qu'elle allait le faire. Je voulais d'abord commencer par remercier le matériel, Marie, Koyo et toute l'équipe de matériel qui a pensé à organiser donc, cette séance-là. C'est la première fois au Sénégal. Et dès qu'ils m'ont contacté, j'étais heureux qu'il y ait un centre d'art, en tout cas qui puisse organiser. Il est vrai que la promotion du livre marche bien en Europe, je suis invité partout, mais c'est la première fois que je suis invité ici, c'est un plaisir pour moi. Remercier vraiment le matériel pour leur efficacité, les encourager aussi pour tous ceux qui font la promotion de l'art contemporain au Sénégal. Remercier Massamba, un ami, mais aussi un collègue dans Arica Sénégal. Ce livre est une réédition, parce qu'il y a eu une première édition en 2012 aux éditions Connaissance et Savoir à Paris. Cette deuxième édition est revue, corrigée et augmentée, parce que mon expérience à la Biennale de Dakar, mais aussi mes différentes rencontres avec des artistes africains, mes rencontres avec des artistes de la diaspora africaine, parce que quand j'étais à la Biennale, c'est peut-être ça mon point positif qui a fait que j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, j'ai fait toutes les grandes biennales du monde, donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes. Et les différentes biennales aussi auxquelles j'ai assisté, tout cela m'a permis d'approfondir la première édition. Et la seconde parution donc est publiée aux éditions Hermann à Paris, une maison d'édition très sérieuse donc, qui a accepté de rééditer l'ouvrage parce que ce n'est pas évident les rééditions. Pratiquement, beaucoup de maisons d'édition refusent de rééditer, mais eux, ils ont accepté vraiment de le faire. Je me pose plusieurs questions dans ce livre-là. D'abord, de quoi l'Afrique est-elle le nom? Les premiers pages, je définis ce que c'est l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique? Pendant une dizaine de pages, je parle que de l'Afrique. C'est quoi l'Afrique? Et la seconde question principale, c'est de quoi l'art africain est-il le nom? Donc je parle ici de la notion d'art africain et je réponds à ces questions-là en trois parties qui constituent les parties du livre. Dans la première partie est consacrée à une approche historique de l'art nègre. Ici, le mot nègre n'est pas péjoratif du tout, de l'art nègre ou de l'art africain traditionnel. Je vais peut-être
les textes de Massamba d'aller dans la profondeur du texte. Je vais juste brièvement faire un aperçu du livre. Donc la première partie est consacrée à une approche historique de l'art négro-africain. La seconde partie est consacrée aux différentes pensées ou doctrines esthétiques négro-africaines. Dans cette partie, je parle de comment analyser et comprendre l'œuvre d'art africain, les masques africains, comment les comprendre. Donc, si on est en face d'un masque africain, si je dis du masque à qui est beau, quels sont les critères qui me permettent de définir et de dire que le masque est beau ou pas? Donc, je me pose beaucoup de questions comme ça. Et donc, la première analyse est une analyse ethno-esthétique, donc ethno-esthétique dans le sens où c'est à la fois la forme et le contenu. Parce que si je suis en face d'un masque d'Ogon, la première réflexion, c'est peut-être limite à la forme du masque. Je regarde le masque et je peux le juger du point de vue de sa forme. Mais au-delà de sa forme, le masque a une histoire. Le masque a, en tout cas, on peut, si vous voulez, voir un récit à travers le masque. C'est ça qui m'a intéressé. Et donc, de faire une analyse à la fois du point de vue de la forme du masque, mais aussi du contenu du masque. Donc, ce que j'appelle ici une analyse ethno-esthétique, une expression que j'ai empruntée à une anthropologue française. Et dans la suite, je parle du formalisme esthétique. Je parle aussi de la méta-esthétique, où je fais appel à des penseurs que vous connaissez, comme Senghor, qui a une esthétique religieuse, entre guillemets, de même que moi, un Camerounais, qui a aussi, qui a aussi mis en place une esthétique africaine, donc religieuse. Et enfin, dans cette partie, je parle d'un Camerounais qui s'appelle Bidima, qui m'a intéressé dans sa façon de comprendre l'art africain. Bidima est très mal connu parce qu'il ne vit pas en Afrique, il vit aux États-Unis depuis très longtemps d'ailleurs, mais il a écrit deux ouvrages importants, l'un sur l'art négro-africain et l'autre sur la philosophie négro-africaine. Des ouvrages en tout cas intéressants qu'il faudra lire et qui ont été publiés aux éditions PIF à Paris. Et donc, dans la troisième et dernière partie maintenant, je parle de l'art africain contemporain et surtout je m'interroge sur sa place dans la modernité universelle. La place de l'art africain contemporain dans la modernité universelle. Donc c'est ça qui constitue à peu près mon travail pour les parties du livre. C'est un travail de déconstruction et de réappropriation de la notion d'art africain. Vous savez, pendant longtemps, les définitions d'art africain nous venaient de l'Occident. Et donc, à mon sens, il était nécessaire que les Africains définissent eux-mêmes leur propre art. Ce qu'ils entendent par art, tout simplement, dans ce qu'il y a de classique et dans ce qu'il y a de contemporain. Voilà un peu le résumé donc, brièvement du livre. Il est vrai que dans certains passages, comme dit Massamba, j'ai été très radical, parce que le plus souvent, c'est des choses que j'ai vécues, que toi tu connais. Et bon, il y a des passages, je sais que quand j'ai donné à des amis pour lecture du livre, du manuscrit, je vois dans la face à Ndiaye qui m'avait dit, Babacar, ce passage-là, il ne faut pas qu'il sorte. Il est sorti à l'image. Il est sorti. Je rencontre mon expérience à la Biennale. Et je dis ce que j'ai vécu à la Biennale. Tout simplement. Je sais que c'est un passage qui ne va pas plaire, mais c'est la réalité que j'ai vécue à la Biennale de Dakar. Et donc voilà. Brièvement, voilà comment le livre est construit, donc en trois parties. Une première, c'est l'histoire de l'art africain. Une seconde partie sur les pensées et théories esthétiques négro-africaines. Et une dernière partie sur ce que j'appelle aussi, donc sur l'art contemporain africain dans sa place dans la modernité universelle. Voilà brièvement la présentation du livre. Très bien. Donc on y arrive. Je ne sais pas, parce que l'idée c'est, après cette présentation, qu'on puisse avoir un certain nombre de questions, de réactions par rapport au propos. Mais j'aimerais situer peut-être un certain nombre de faits.
Lorsqu'il parle de la notion d'art africain, cette notion-là est corrélée à la notion d'Afrique. Et il dit des choses très radicales, notamment sur la pensée compulsée, la pensée cristallisée, déjà sur la notion historique de l'Afrique. D'accord? Où il parle d'une période très précise jusqu'à une période constatée qui est la période de la décadence. C'est ça la première question que je vais adresser à Babacar. Est-ce que, en fait, oui, les choses que vous reprenez sur ces repères historiques-là, est-ce que ces choses-là, en fait, vous y souscrivez finalement? Parce que je n'ai pas retrouvé beaucoup de nuances par rapport à ça. Notre constat actuel sur notre situation actuelle, sur la situation actuelle de l'Afrique. Notamment sur la notion de décadence, de decay, parce que c'est une notion quand même qui est très forte. Le deuxième point qui est important également, c'est que, en fait, oui, lorsqu'on parle de la notion d'art africain, on ne peut pas ne pas passer par toutes les théories négristes, mais toutes les théories sur la négritude également. Et il y a en Senghor quelque chose qui est fondateur, et ce livre est assez étrange et assez singulier, c'est qu'en fait, il réconcilie quelque part ce que Cheikh Anta a dit et ce que Senghor dira par la suite. Alors qu'en fait, sous certaines chapelles, on a cherché peut-être quelque part à les diviser. Par moments, ils disent la même chose, mais pas suivant les mêmes modalités. C'est juste ça que je retrouve dans ce livre-là. Et c'est là le deuxième propos, la deuxième question. Le troisième constat, c'est par rapport à la réappropriation que vous faites vous-même d'un certain nombre de textes fondateurs. Parce qu'en dehors de ce que Senghor propose, ce que Césaire propose, ce que tous ces penseurs-là, surtout du courant de la négritude, ont proposé comme présupposé sur la notion d'art, avec ce que ça comporte comme élément idéologique, quelque part ou référentiel, il y a des choses qui sont très, très fondamentales. C'est un peu la notion d'art sous l'angle utilitaire et la notion d'art sous l'angle purement formel, au sens formel du terme, au sens allemand du terme. Et il y a dans ce mouvement presque dialectique des éléments qu'il nous faudrait peut-être préciser davantage. C'est qu'en quoi, en fait, lui, quelqu'un qui produit de l'art qu'on a considéré comme une production tout à fait anonyme, par ce biais-là, montre également qu'il est producteur de sens, il est producteur de quelque chose qui est référé au magico-religieux, à quelque chose de peut-être utilitaire, même sur le plan prosaïque du terme, mais en quoi également, oui, ces œuvres se donnent à voir sous des aspects esthétiques et sous des aspects esthétisants. Et c'est d'autant plus vrai que tu interroges également un autre texte de penseurs au Nigeria, d'enquêtes qui ont été faites au Nigeria par rapport aux catégories de l'étude d'une œuvre d'art. Et ces catégories formelles sont très précises. Et donc, oui, il y a également une histoire à travers ces notions-là, une histoire aussi de la critique esthétique. Première salle de questions. Non. Comme ça, on va continuer. Mais on ne dit pas la fin du livre. Hein. Ouais. Merci, Massamba. D'abord, sur la question de la réconciliation entre Cheikh Anta et Senghor, on les a souvent opposés. Et moi, dans mes lectures, je découvre des points de vue de ressemblance entre les deux. Tout ce que Cheikh Anta dit sur l'art africain dans la agriculture, c'est exactement ce que dit Senghor. Toutes les pages réservées à l'art africain dans la nationale agriculture, à la fin du livre, aux pages 525, à partir de 525, je crois, toutes ces pages-là, c'est exactement ce que dit Senghor. Senghor lui-même, dans un de ses derniers textes, qui s'appelle À l'Égypte mère, en 85, je crois, et 85, qui est un texte qui sort d'une communication qu'il avait faite à Alexandrie lors de l'inauguration de l'université qui porte donc le nom de Senghor. Dans ce texte-là, Senghor revient sur l'Égypte mère et dit exactement ce que dit Cheikh Anta Diop. Exactement. Et donc, je reviens sur ces questions-là pour dire, au fond, peut-être que du point de vue de la politique, les deux sont un peu différents,
mais quand on les lit à fond, vraiment, il y a des points de ressemblance, et c'est ce que j'ai essayé de découvrir, de décrire ici. Sur la question des repères historiques, j'ai dégagé 3 repères historiques. D'abord, avoir le contact avec l'Occident. Ensuite, ce que j'ai appelé la période de la décadence, peut-être, comment Samba en parle ici, c'est pendant la période de l'esclavage et de la colonisation. Pour moi, ça a été la décadence. Et ensuite, je parle du post-colonialisme. Voilà les 3 repères historiques que je dégage dans le livre. Et parce que pour moi, ce sont des moments importants pour expliquer aujourd'hui ce qu'est l'Afrique. Voilà, j'ai commencé par dire simplement que les Portugais qui sont les premiers à peut-être venir sur nos côtes expliquent eux-mêmes qu'ils ont en tout cas vu des États organisés, des États vraiment organisés avec des systèmes politiques organisés. Et donc, parce qu'il y a eu le système de l'esclavage, que l'Afrique est passée de cette période phare à une période de décadence. Et donc, c'est expliqué pendant 400 ans, l'Afrique était dans cette décadence-là. Et donc, avec le post-colonialisme, donc là aussi, je reviens sur la modernité africaine pour expliquer, à mon sens, l'évolution de l'art africain. Cette évolution de cette période de décadence jusqu'à aujourd'hui, parce que pendant tous ces siècles-là, les Africains ont produit à la fois par rapport à l'art africain ancien, mais aussi, donc, si vous voulez, par rapport à l'Afrique contemporaine. Sur la réconciliation, sur la réconciliation de l'art africain par les Africains eux-mêmes. Il est vrai que j'ai fait appel à mes études, il est vrai que j'ai parlé des théories esthétiques négro-africaines, à savoir Senghor sur la négritude, à savoir aussi Bidima sur la traversée. J'ai aussi parlé d'Ibn Diadi sur la question de la plasticité. J'ai parlé aussi de Moueng, un Camerounais, sur ce que j'appelle ici donc l'esthétique religieuse. Sous cet angle-là, donc, tu poses la question suivante, en quoi ces productions négro-africaines sont porteuses donc, de sens, en quoi ces œuvres se voient sous des aspects esthétiques. Vous savez, il est vrai que ces objets ont une fonction utilitaire, ont une fonction socio-religieuse. Je dis dans le livre, d'ailleurs, je réponds toujours à mes étudiants, que ces objets-là, le mot africain est donc une invention purement européenne. Je te dirais dans le livre, je te dis que l'expression, c'est une invention purement européenne. Parce que tout simplement, ces Africains qui ont créé ces masques-là, ces objets, ne les considèrent pas comme de l'art. Ils les considèrent comme des objets culturels, comme des objets socio-religieux, en tout cas des objets qui ont une fonction sociale et religieuse. On sait tous qu'au début, quand les missionnaires sont venus, ils en ont détruit des milliers. Il en a détruit des milieux, et il a fallu qu'au début du XXe siècle, de grands artistes comme Picasso, comme Braque, comme Monet, comme Modigliani reconnaissent ces œuvres-là pour qu'enfin qu'on puisse les voir dans les musées européens. Mais au début, c'était des objets qui étaient taxés de païens, voilà, et donc il a fallu vraiment le début du XXe siècle pour que ces grands artistes de l'art moderne, en tout cas, puissent les reconnaître. On sait tous l'influence que cet art africain a eu sur le cubisme, mais aussi sur tous les artistes, à savoir Picasso, Braque, Modigliani, et ainsi de suite. Donc, maintenant, il est vrai que ces objets ont une fonction utilitaire, ont une fonction socio-religieuse. Mais quand vous regardez un masque africain, un masque dans Bambara, Dogon, tous ces masques-là, vous les regardez, si vous vous limitez à la forme du masque, on sait que le masque peut avoir une forme circulaire, rectangulaire, tout ce que vous voulez. Mais autour du masque, le plus souvent, on voit des motifs géométriques. Des motifs géométriques, ça peut être des cercles, des rectangles, tout ce qu'on veut. On voit aussi que souvent ces masques-là peuvent avoir des couleurs, mais aussi un décor. Et je dis dans le livre
que peut-être que ces rajouts-là, ces motifs géométriques-là, ne participent en rien à la fonction du masque que d'avoir une fonction utilitaire. Je donne l'exemple d'une calebasse, par exemple, dans le livre. Une calebasse, on sait tous que son rôle principal, c'est d'être un récipient. Mais les motifs qui sont autour de la calebasse ne participent en rien à la fonction de la calebasse elle-même. Donc si ces artisans africains ont eu l'idée de mettre des motifs géométriques, c'est parce qu'ils avaient un souci esthétique. Donc il est faux de dire, comme l'a dit David Hume, que les Africains ne connaissent pas le beau. Tous ces grands philosophes qui ont dit que l'Africain ne connaissait pas le beau, je me suis dit, mais attends, le fait de mettre des motifs géométriques, le fait de colorer le masque, c'est parce que les Africains-là avaient un souci esthétique. Donc voilà pourquoi je défends ici l'idée que derrière cet aspect utilitaire, derrière cet aspect fonctionnel de l'objet d'art africain, ces artisans-là avaient un souci esthétique. Et par conséquent, ces objets ont une valeur esthétique. Et donc, c'est pour ça que je parle à la fois d'une analyse ethno-esthétique des objets d'art africains. C'est-à-dire que simplement, on peut analyser l'objet à la fois du point de vue de sa forme, mais aussi du point de vue de son contenu. On ne peut comprendre un objet d'art africain si uniquement on se limite à sa forme. Je donne un exemple, puisqu'on est au Sénégal, et je me limite tous au masque Kumpo dans un pays dollar. Si on se limite au masque Kumpo, si sa forme, on l'apprécie ou pas, on peut dire que le masque est beau ou pas. Mais si on ignore la culture Diola, si on ne connaît rien de la culture Diola, forcément mon jugement que le masque va être insuffisant. Je peux dire du masque là qu'il est beau, mais si en fait j'ignore ce pourquoi le masque a été créé, la fonction que le masque a occupée, mon jugement que le masque peut être insuffisant. Donc voilà ce que je dis un peu dans le livre.